L'échiquier international, soyez les bienvenus. L'ambroglio politique ibérique, pour éviter le terme de cacophonie d'un exécutif toujours dans une impasse quant à la direction à prendre après le scrutin législatif du 23 juillet dernier. Résultat des jeux électoraux, plébiscité à la tête du parti de la droite espagnole pour la ramener au pouvoir. Alberto Núñez Feijóo a raté mercredi à présenter sa candidature comme Premier ministre après avoir eu le vent en poupe dans les sondages pendant des mois. Le chef du Parti populaire, 62 ans, a longtemps considéré son entrée au palais de la Moncloa en lieu et place de son rival socialiste Pedro Sánchez comme acquise. Mais en politique, une élection n'est jamais validée en amont, quoique son trop court succès, une sorte de victoire à la Pyrrhus, à cause d'un défaut de majorité ne pouvant lui permettre d'être investi cette semaine par le Parlement. Feijóo a-t-il raté son rendez-vous? Chose de moins en moins absurde et qui ouvrirait par conséquent la voie à Sánchez. En effet, c'est au tour du Premier ministre sortant de tenter sa chance cette semaine devant les parlementaires. Mais avant, le leader socialiste va devoir négocier avec son aile extrême gauche ou gauche extrême au choix, et à savoir les indépendantistes, lesquels montent les enchères de leur voix pour une amnistie de certains de leurs membres. Pas question rétorque les membres de son propre parti qui évoquent la non-constitutionnalité de la dite mesure. Un vrai ambroglio, je vous le disais, dès l'entame, un vrai casse-tête ibérique où Sánchez devra faire montre de talent d'équilibriste pour contenter le tout. Y parviendra-t-il pour accéder au poste suprême? A-t-on d'un autre côté enterré trop précocement son rival Feijóo et l'Espagne dans tout ça? Il semble que cette situation témoigne d'un pays polarisé davantage et que certains n'hésitent pas à évoquer même une société profondément fracturée. L'Espagne sous haute tension politique, thématique de ce soir, on en parle tout de suite. Et oui, c'est un vrai défi auquel font face les institutions du pays. Peut-être demain les constitutionnalistes, mais n'allons pas trop vite en besogne. Pour en parler en tout cas, nous avons avec nous, en présence virtuelle, El Cantibala, analyste politique. Bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Et avec moi sur le plateau, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir mon confrère Sofiane Baroudi, journaliste à Al24. Salutations Sofiane. Bonsoir Kalem. Alors Sofiane, bien entendu, c'est le débat en Espagne, tout le monde en parle, de cette situation entre guillemets inédite, de ce blocage politique. Alberto Núñez Feijóo n'a pas convaincu le Parlement et Sánchez compte bien profiter de sa chance. Exactement, Sánchez compte profiter de sa chance qui était inespérée à la veille du scrutin électoral des élections générales de juillet dernier. Toutefois, la tâche va s'avérer un peu ardue vu que les négociations sont très compliquées, notamment avec ce que vous évoquiez en introduction, avec les Corans qui représentent les différentes formations indépendantistes, c'est-à-dire basques et catalanes principalement. Les négociations font bon train depuis, on va dire, depuis déjà le lendemain des élections. Elles concernent plusieurs points qui sont considérés par la droite espagnole, mais aussi par des membres du Parti socialiste dont fait partie Sánchez comme étant, si vous voulez, des conditions difficilement atteignables vu que ça concerne la constitution espagnole. Il s'agit notamment de l'amnistie générale, mais surtout du référendum d'autodétermination. Aujourd'hui, on est le 1er octobre et le 1er octobre a été célébré en Catalogne comme étant le 6e anniversaire du fameux référendum non reconnu par Madrid de 2017. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu plusieurs célébrations. Le président de la Généralité, c'est-à-dire de l'institution qui dirige la Catalogne, a fait un discours où il a réitéré les revendications de l'aile catalane justement pour participer à un éventuel gouvernement de Sánchez, parce que Sánchez et Sumar, qui est l'aile gauche représentée par Yolanda Díaz, n'ont pas assez de sièges. Ils ont besoin de plus de 20 sièges et donc devront compter avec les Catalans et aussi les Basques. Ils ont réitéré les différentes revendications qui ne concernent pas juste l'autodétermination et aussi l'amnistie, mais concernent aussi, par exemple, pour le cas de la Catalogne, une mesure fiscale qui est très contestée en Espagne, vu que la Catalogne est la région la plus riche. On va dire que les entreprises et les chefs d'entreprise catalans cherchent des ristournes fiscales qui sont très mal vues à Madrid. Il y a aussi la question, par exemple, pour le Pays basque, de l'autonomisation de la sécurité sociale, qui est une autre question qui fait débat et qui crée beaucoup de clivages. Il y a surtout, comme vous l'avez dit en introduction, un clivage autour, si vous voulez, de thèmes très importants dont on va parler.
On va en parler dans quelques instants, mais avant, on va justement écouter Nicolas Klein, spécialiste de l'Espagne, sur le potentiel retour de Sanchez. On l'écoute. Il me semble que le plus probable dans la situation actuelle, c'est qu'effectivement Pedro Sánchez puisse être réélu président du gouvernement, probablement dans le courant du mois d'octobre, non seulement avec le soutien du Parti socialiste, sa propre formation politique, mais aussi de la coalition de gauche radicale Sumar et de tout un ensemble de formations régionalistes, voire séparatistes, notamment catalanes et basques, auxquelles il a promis une série de concessions dont la nature reste encore à déterminer. Je crois donc que c'est vraiment l'hypothèse la plus probable aujourd'hui, même si on ne peut pas complètement écarter la possibilité d'une possibilité. El Cantibala, rentrant dans le vif du sujet, la situation est complexe. Le Parti ouvrier socialiste espagnol, parti de Sanchez, compte bien saisir sa chance, on l'a dit. Ses membres pensent déjà à l'investiture, mais avant, il faut que le parti vote en interne et appuie une seconde fois Sanchez, chose prévue d'ailleurs, selon les officiels du parti, le rendez-vous est prévu le 10 octobre. Dans le cas contraire, les Espagnols seraient convoqués une seconde fois aux urnes. Vous qui observez la situation politique depuis longtemps, comment voyez-vous ce contexte plutôt inédit? Les deux situations sont possibles. Je pense que Pedro Sánchez, maintenant que Feijóo, après avoir présenté sa candidature au vote à 2 reprises, n'a pas été investi comme il le souhaitait, n'ayant pas atteint la majorité absolue. Je pense que Pedro Sánchez aura la possibilité, lorsque le roi lui demandera de tenter sa chance, de vouloir ou travailler pour être investi. Mais il bute effectivement sur les conditions que lui posent les indépendantistes, notamment catalans, qui y ont signé un pacte jeudi dernier, dans lequel il demanderait à ce que les mesures que prendrait Pedro Sánchez soient vraiment accompagnées de garanties à ce qu'ils soient effectifs et non pas des promesses en l'air, ce qui compliquerait davantage la tâche à Pedro Sánchez, qui, sans les indépendantistes, ne pourra pas gouverner, car ni lui ni Sumar réunis ne pourront atteindre la majorité absolue. Or, les indépendantistes catalans, pour ne parler que de cela, demandent quelque chose qui est pratique, qui est contraire à la Constitution, notamment la légalisation du référendum en Catalogne et l'amnistie des condamnés et qui sont aux alentours de 4000 personnes. Or, ça rend encore davantage compliquée la situation de Sanchez. On verra. Je vous pose la question pour nos téléspectateurs qui se disent que quand même Núñez Feijóo est arrivé premier et pourtant, résultat des courses, il peut complètement être en dehors du débat politique, voire ne pas être dans l'impossibilité d'incarner le poste suprême. Comment on l'explique? Est-ce qu'on enterre trop vite Núñez Feijóo? Non, Núñez Feijóo a une base électorale immense, c'est 11 millions d'électeurs et par ailleurs ils sont majoritaires au Sénat. Et Pedro Niño Feijóo est complètement ancré dans le paysage politique espagnol actuellement. Malheureusement pour Feijóo, dans les lois espagnoles, il n'y a pas d'autre manière d'accéder à ce poste de Premier ministre à part la majorité au sein du Parlement à travers une votation.
Or, il ne l'a pas et donc l'on se dirige vers deux cas et non pas trois. C'est soit Pedro Sanchez réussira à réunir cette majorité, soit on appellera à de nouvelles élections générales. Alors, Sofiane Baroudi, alors d'un côté, on a une droite, une grande famille de la droite politique espagnole qui est quand même pas assez forte, en tout cas, pour obtenir la majorité, donc plus ou moins morcelée. Et d'un autre côté, on a un Sanchez, on a l'impression qu'il fait l'impossible, mais au final, il a du mal quand même à réunir tous les courants ou les sous-courants de sa grande famille politique. Finalement, c'est une grande famille espagnole. L'espace politique espagnol est complètement éclaté. Ça renseigne sur une crise profonde au niveau à la fois institutionnel en Espagne, mais aussi au niveau politique et au niveau idéologique, à mon avis. C'est-à-dire que l'une des raisons qui n'a pas permis à Feijóo d'avoir une majorité, c'est qu'il a aussi, si vous voulez, il a assis sa candidature sur l'alliance avec Vox, qui est considérée comme étant la droite radicale héritière du franquisme. Et il y a justement en Espagne, si vous voulez, ça a permis à la gauche de créer un peu une tactique de barrage républicain ou alors de barrage progressiste. Et Vox a eu beaucoup moins de sièges que lors des dernières élections en 2018, ce qui n'a pas, si vous voulez, concrétisé la stratégie du PP qui était une majorité absolue directement avec l'alliance entre le PP et Vox. Et ça renseigne aussi sur un héritage qui est celui du franquisme, qui est encore très vivace en Espagne, parce que ce qui réunit, si vous voulez, le PSOE, la gauche radicale et les courants indépendantistes, c'est justement un héritage commun de la lutte antifranquiste et une volonté justement d'aller au-delà de ce qui est considéré comme étant les réminiscences constitutionnelles du franquisme. Il y a aussi deux projets d'État complètement distincts et séparés, et c'est là où il y a une crise institutionnelle. C'est-à-dire que l'État espagnol, depuis la transition démocratique, se cherche encore. Et il y a à la gauche un projet plurinational, un peu à la bolivienne ou à la sud-américaine, et à la droite, il y a ce qu'on appelle le courant espagnoliste, qui est un courant centralisateur qui, de fait, est nié par la réalité d'autonomie très très large dont bénéficient déjà les régions actuellement. Il y a aussi, si vous voulez, une problématique économique très très profonde, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Par exemple, la Catalogne est la région la plus riche d'Espagne, mais les Catalans considèrent qu'ils contribuent trop au pouvoir central et ils veulent notamment amoindrir leur contribution fiscale. Et donc, si vous voulez, il y a un imbroglio de problématiques qui tombe en plus au moment où l'Espagne préside l'Union européenne pour la présidence tournante, ce qui est aussi un fait inédit. C'est-à-dire que le pays qui préside l'Union européenne est son gouvernement et risque un blocage institutionnel qui peut durer longtemps parce que ce n'est pas sûr que Sanchez arrive à avoir la majorité. Je me tourne vers vous, Kantibala. La possibilité d'une coalition de la gauche avec les indépendantistes existe. Cette alliance a déjà eu lieu, pour l'anecdote, lors de l'élection de la candidate de Pedro Sanchez à la présidence du Parlement le 17 août. Donc, une victoire due au parti catalan indépendantiste, Ensemble pour la Catalogne, qui est le courant, je crois, c'est le courant dur du nationalisme catalan. La voix de ce parti pourrait faire pencher la balance pour Sanchez, sauf que le chef de ce parti n'est autre que Carlos Puigdemont, exilé en Belgique et recherché par la justice espagnole depuis l'échec en 2017 d'une tentative de sécession de la Catalogne qui a laissé des traces dans la société espagnole. Mais paradoxalement, son rôle s'avère crucial pour le maintien de Pedro Sanchez au pouvoir et Puigdemont a annoncé sans détour le 5 septembre dernier, je crois, qu'il exigeait en contrepartie du soutien de son parti au PCO, donc pour qu'il ait des voix, une loi d'amnistie qui aurait pour conséquence l'abandon complet et effectif de la voie judiciaire contre le mouvement indépendantiste. Oui, tout à fait, mais cela risque en fait de mettre à dos un ensemble de corporations qui ne peuvent pas être ignorées, à savoir la police, l'armée, les autres formations politiques, l'opinion publique, qui considéreraient l'amnistie plus le référendum comme une infraction à la Constitution et donc mettrait quelque part l'Espagne dans une crise à la fois politique mais aussi institutionnelle.
Mais les indépendantistes catalans, et à plus forte raison Puigdemont qui est en dehors de l'Espagne, c'est leur chance, c'est l'opportunité d'obtenir de ce gouvernement qui a du mal à se constituer le maximum d'acquis politiques. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce pacte qu'ils avaient conclu jeudi dernier vise effectivement à imposer à Pedro Sanchez des mesures effectives en direction de leurs revendications stratégiques, à savoir le référendum, qui mènerait probablement vers la sécession de la Catalogne et en même temps l'amnistie des militants indépendantistes. Donc c'est quand même tout comme comment dirais-je, l'extrême droite de Vox se sont révélés le talon d'Achille quelque part de Feijóo. Les indépendantistes catalans compliquent énormément la situation à Pedro Sanchez. Et dans le cas où, quand même, Pedro Sanchez réunirait ces votes et accéderait à la primature, il n'est pas impossible que l'on se dirigera un an plus tard vers des élections eu égard à l'échec probable de son gouvernement, un gouvernement que les observateurs espagnols le qualifient d'ores et déjà de gouvernement Frankenstein II. Sofiane Baloudi, ce qui est étonnant, c'est qu'à la fois pour la gauche et pour la droite, ce sont les deux formations politiques extrêmes qui ont entre les mains peut-être le sort du pays. Et peut-être que tu veux aussi parler du cas de Puigdemont. C'est un cas particulier depuis la séquence de 2017, exilé, on l'a dit, et recherché par la justice. Et ironie du sort, il a peut-être entre les mains le futur de l'Espagne, en tout cas le futur à moyen terme de l'Espagne. Ce qui est sûr, c'est que l'État espagnol est en train, si vous voulez, de franchir une étape importante parce que depuis la transition démocratique dans les années 80, il y avait un système bipartidiste qui arrivait à juguler ou alors à créer une sorte d'équilibre politique pour gérer la situation. Le système bipartidiste est complètement remis en question. C'est-à-dire que Feijóo et le PP étaient obligés de compter sur l'appui de l'extrême droite de Vox très contesté et Sanchez est complètement dépendant des courants indépendantistes qui contestent l'essence même de l'État espagnol. Et donc, ce système bipartidiste est complètement remis en cause et on va vers une nouvelle configuration et une nouvelle situation. Pour parler de Carles Puigdemont lui-même, c'est-à-dire que l'affaire Puigdemont avait fait polémique parce que quand il a été accusé et recherché, il était député européen. D'ailleurs, on est à 6 mois, je crois, du prochain scrutin européen. Et ce qui se passe en Espagne pose des questions sur l'évolution de la situation dans toute l'Union européenne. D'ailleurs, je rappellerai que le président français Emmanuel Macron s'est rendu récemment en Corse où il a abordé un thème aussi très, si vous voulez, très vivace politiquement en France, qui est clivant, qui est l'autonomie de l'île de Beauté. Et donc, la situation en Espagne ne concerne pas juste la péninsule ibérique, mais a des conséquences bien au-delà. D'ailleurs, ce qui est reproché au gouvernement Sanchez, qui était le gouvernement Sanchez I, qui était un gouvernement assez hybride de coalition, c'est premièrement des histoires de corruption, parce que la thématique économique et la lutte contre la corruption en Espagne est aussi un thème qui a fait chuter le gouvernement du PP, l'ancien gouvernement de Rajoy. Et actuellement, d'ailleurs, Abascal, le leader de Vox, a reproché à Sanchez d'être le président le plus corrompu de l'histoire. Il y a une autre chose qui lui est reprochée vivement, c'est les choix diplomatiques de l'Espagne qui ont contribué, selon les oppositions, à isoler l'Espagne et notamment le rapprochement avec Rabat qui a été très très critiqué, notamment par la leader de Sumar, qui est l'allié de Sanchez, Yolanda Díaz, qui a qualifié ce rapprochement de rapprochement avec une dictature. Et donc, il y a beaucoup de thèmes qui s'enchevêtrent et qui créent une véritable situation très complexe pour l'Espagne, mais aussi pour l'Union européenne qui est en plein questionnement en dernière analyse. El Kantibala, on espère, en tout cas l'avoir démontré, en dépit d'une situation politique espagnole très complexe. Sachez que Sanchez, on le voit, devra jouer aux équilibristes, puisque d'un autre côté, la demande d'amnistie de
Puigdemont en échange des voix n'est pas au goût de certains responsables socialistes espagnols. L'ancien Premier ministre socialiste Felipe González a déclaré ça comme étant du chantage. On le voit, les socialistes sont pris dans un vrai étau, mais en même temps, il est étonnant ce Sánchez. Quand même, il y a quelques mois, on le disait au niveau des sondages, très bas dans les sondages, et on le voit aujourd'hui qui est quand même joue sa carte, il la joue pour l'instant bien, il s'en sort bien, et il avait tout contre lui, il arrive quand même à sortir son épingle du jeu. Bon, tout dépend de comment on voit la chose. Je pense que si Sánchez parvient à constituer un gouvernement qui n'est pas très fonctionnel, eh bien l'Espagne n'avancerait pas bien loin. Maintenant, effectivement, un gouvernement où la coalition n'est pas très d'accord sur des sujets fondamentaux ne conduirait qu'à l'échec. Et déjà, vous faites allusion à Felipe González, qui n'est pas d'accord, un ténor historique du Parti socialiste, mais pas que. L'armée, la police, y compris, comme vous l'avez dit, dans le Parti socialiste même, ne sont pas favorables à ce qu'on, comment dirais-je, piétine d'une telle manière la constitution espagnole. Une constitution qui, quand même, une fois, je dirais, entre guillemets, foulée aux pieds, que resterait-il de l'Espagne? Et quelque part, derrière, il y a aussi l'enjeu de la monarchie elle-même. Est-ce que aussi la monarchie serait mise en question dans un tel débat dur, envenimé, où il n'y a pas vraiment de solution? Donc, l'unité espagnole, finalement, pourrait être mise en cause. Mais, voilà, je pense que... Alcantibala, on voit que dans les moments cruciaux, Sánchez sait jouer l'unité et sait peut-être au rendez-vous, sait répondre présent face à des situations plutôt complexes. On l'a vu par exemple à l'ONU, il sait qu'il joue peut-être son destin politique. Et là, sur la question par exemple, sur le dossier du Polisario, il fait machine arrière et en même temps il essaye d'accorder ses violons au niveau de la question légitimité. Ça n'avait rien à voir avec la version du Sánchez il y a quelques mois. Bon, pour le Front Polisario, le Sahara occidental, je pense que la déclaration de Sánchez est à remettre dans le contexte de l'Assemblée générale des Nations unies, où Sánchez ne pouvait pas dire qu'il est pour l'annexion d'une façon flagrante, serait ridiculiser l'Espagne, mais on sait très bien qu'il y a un pacte secret, disons-le, entre Pedro Sánchez et la monarchie marocaine. J'espère que cette déclaration à l'Assemblée générale de l'ONU est quand même la conséquence d'un probable changement de ce Premier ministre, mais je ne le crois pas trop. Après, c'est vrai que il a intérêt, ce Pedro Sánchez, à distribuer les cadeaux à tort et à travers pour peu qu'il puisse constituer son gouvernement. On le sait, il tient absolument à être Premier ministre, quitte à faire des concessions, même contraires à la Constitution. Donc tout est possible, mais bon, on verra s'il parviendra d'abord à constituer ce gouvernement et ensuite s'il le mènera à bien sans avoir recours, sans qu'il soit obligé à aller vers de nouvelles élections. Soufiane Baroudi, la sortie de Sánchez à l'ONU sur le dossier du Polisario, on peut le dire, était quand même inattendue. En tout cas, elle a beaucoup interloqué, elle a fait débat. Moi, je pense que ça dénote aussi de beaucoup de pression que Sánchez subit dans le cadre des négociations et des tractations politiques dans l'objectif d'arriver à asseoir une majorité. Parce qu'il faut savoir que les courants
auquel s'adresse Sanchez, c'est-à-dire à la fois Soumar, qui est une coalition de partis écologistes radicaux, alors de partis de gauche radicale, soutiennent la plupart, la très grande majorité des composants de Soumar soutiennent le droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même et soutiennent la lutte du peuple sahraoui. Et c'est le cas aussi des formations indépendantistes et notamment du courant basque qui a des liens historiques avec la lutte du Front Polisario. Et aussi la revendication d'État plurinational qui est brandie à la gauche de Sanchez comprend éventuellement et comprend, à mon avis, d'une manière intrinsèque le fait de soutenir à la fois la lutte du peuple sahraoui, mais aussi de répondre à la responsabilité historique de l'Espagne dans la décolonisation du Sahara occidental, mais aussi de répondre à la question mémorielle, parce qu'il faut se rappeler que Somar et notamment Yolanda Díaz a pour projet phare une loi mémorielle qui comprend notamment la condamnation des crimes de la dictature franquiste, mais aussi d'assumer la responsabilité de l'État espagnol dans la tâche de décolonisation du Sahara occidental. J'ai l'impression que ça émane aussi de ces pressions-là. Après, il s'agit aussi d'analyser dans le contexte de l'Assemblée générale des Nations unies. D'ailleurs, la 4e commission décoloniale devrait se réunir et aborder le thème de la décolonisation du Sahara occidental. Kantibala, rapidement, en conclusion de quelques secondes, comment vous voyez l'Espagne dans les prochaines semaines? Je ne peux pas le dire, sincèrement. Donc, on verra. Très bien, on va finir sur cette conclusion sous forme interrogative. Merci d'avoir été avec nous, El Kantibala. Merci pour vos éclaircissements, vos explications. Vous étiez avec nous à partir de Paris. Et je tiens à remercier Sofiane Baroudi qui est avec moi sur le plateau. Chers téléspectateurs, l'échiquier international arrive à sa fin. Rendez-vous à retrouver demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.